Allô la Terre, j'espère que ça peut aller pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'À l'infini vers l'écoute sur la phobie sociale. Et oui, me voilà déjà, après une semaine qui s'est écoulée depuis la première vidéo. Pourquoi ? Je suis déjà de retour, étant donné que je devais normalement sortir la vidéo la semaine prochaine. Mais je me suis dit pourquoi pas la sortir maintenant, puisque j'avais envie de l'enregistrer et que j'avais déjà quelques questions. Donc, je vais me lancer. Et j'ai 4 ou 5 questions, il me semble, dans cette vidéo sur la phobie sociale. Si jamais il y a encore des autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, parce que c'est probable que j'explique pas tout clairement, parce que c'est un sujet que je connais très bien, mais du coup c'est très difficile de l'expliquer pour moi, parce que pour moi on va dire que ça coule de source, mais pour d'autres personnes non. Du coup si jamais il y a besoin d'éclaircies ou quoi par rapport à ce sujet, n'hésitez pas. Donc on va commencer. En premier lieu, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos retours sur ma première vidéo, parce que ça m'a énormément touchée. Parfois on oublie qu'on a beaucoup de chance d'avoir de belles personnes autour de soi qui nous soutiennent dans nos projets. Donc je vous remercie également aussi d'avoir joué le jeu et de m'avoir posé des questions concernant la phobie sociale. Avant de commencer, juste j'aimerais faire une petite aparté qui est importante pour moi. J'aimerais préciser que je ne suis pas professionnelle de santé. En effet, j'ai fait des études de psychologie que j'ai vite stoppées car ce n'étaient pas des études faites pour moi. Mais je ne vais pas vous donner des conseils sur comment soigner une phobie sociale, car je ne suis pas bien placée pour cela. Cependant, en tant que personne concernée, je peux vous aider à comprendre ce sujet que, mine de rien, j'ai pas énormément entendu parler sur YouTube, alors que beaucoup de personnes en sont touchées. Si néanmoins, bien évidemment, vous avez l'impression, après avoir écouté ce podcast, que vous vous reconnaissez dans ce trouble, je vous conseille d'en parler à un proche de confiance ou à un professionnel de santé avec qui vous êtes à l'aise pour parler de ça. Ça peut être un psychologue ou un médecin, peu importe, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment à l'aise de parler. Bon, faites peut-être pas ça avec votre ophtalmo, je pense pas qu'il pourra trop vous aider, mais on sait jamais. Commençons sans plus tarder par expliquer ce qu'est la phobie sociale. Pour ce faire, je vais m'accompagner d'une question qui m'a été posée en commentaire la dernière fois sur ma première vidéo, qui est donc la suivante. Comment parler et expliquer la phobie sociale à ceux qui ne connaissent et ne comprennent pas ? J'ai trouvé cette question très intéressante et en même temps très compliquée à répondre, parce que c'est une question qui est très très ouverte. Et quand je l'ai lue, je me suis dit, je vais tout simplement écrire ma réponse. Voilà, je m'y mets, tout ça, et puis j'écris une page, 2 pages, 3 pages. Puis je me dis, bon, quand même, j'ai répondu à une question en 3 pages, c'est quand même peut-être un petit peu beaucoup. Donc je vais essayer de résumer ce que j'ai écrit et de parler de manière naturelle, même si je vais probablement cafouiller, il y aura des blancs, il y aura des bugs, mais c'est ça qu'on aime. Moi, je n'ai pas envie de faire de montage, donc s'il y a des moments ou des choses qui passent ou que je me trompe, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, c'est la vie, c'est naturel, c'est à la bonne franquette, on y va. Et puis voilà. Comme tous les troubles psychologiques, bien évidemment, la phobie sociale peut paraître difficile à expliquer. Surtout venant de la part de quelqu'un qui en souffre. Pour que ce soit peut-être plus facile à vous expliquer, on va commencer par décortiquer le mot phobie. Voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc phobos en grec, ça signifie une peur intense et irraisonnée. Donc une phobie en soi, c'est une peur extrême dirigée à l'encontre d'une situation. Par exemple, les arachnophobes ne pourraient pas observer une araignée en photo dans un livre sans grimacer, et encore moins voir une araignée à côté d'eux ou sur eux sans éprouver une violente angoisse ou l'envie de bouger de place rapidement. Surtout si jamais ils ont un nid d'araignée dans le grenier, pourquoi pas envisager le déménagement. Voilà. J'ai lu un livre très intéressant sur le sujet, alors non pas sur les nids d'araignées dans les greniers parce que non, c'est pas le sujet, mais si jamais vous aimez lire, je vous conseille vivement le livre qui s'appelle La psychologie de la peur, qui a été écrit par Christophe André. J'ai tiré un tableau très intéressant de ce livre qui explique la différence entre les peurs
entre les peurs dites normales et les peurs dites phobiques. Donc je vais essayer de lire ce tableau assez doucement pour que vous puissiez un petit peu comprendre la différence entre les deux. Bien évidemment, n'hésitez pas à faire pause si je parle trop vite. N'hésitez pas à revenir en arrière aussi si jamais c'est pas clair. Donc c'est parti. Les peurs dites normales, c'est du registre de l'émotion. Ce sont des peurs souvent d'intensité limitée, souvent contrôlables, associées à des situations objectivement dangereuses. C'est un évitement qui peut être modéré et un handicap léger. Peu d'anxiété anticipatoire, l'existence n'est pas organisée autour de la peur. Et les confrontations répétées peuvent peu à peu faire diminuer l'intensité de la peur. Donc ça, c'est ce qui concerne les peurs dites normales. Mais moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je parle donc en particulier de la phobie sociale, qui n'est pas malheureusement une peur normale, qui est du registre des phobies. Donc les peurs phobiques, c'est du registre de la maladie. C'est des peurs pouvant aller jusqu'à la panique, souvent incontrôlable, associées à des situations parfois non dangereuses. Et les évitements sont très importants et il y a un handicap significatif. L'anxiété anticipatoire est majeure puisque l'existence est organisée autour de la peur en question. Et il est fréquent que, malgré des confrontations répétées, la peur ne diminue pas. Donc, concernant la phobie sociale, c'est pas la joie. Voilà, c'est pas la joie, c'est une peur qui est très 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 handicapante. Et c'est une peur qui donc est phobique au plus haut point. Il existe de très nombreuses Il existe de très nombreuses phobies. J'y pensais tout à l'heure dans ma tête un petit peu, seule avec moi-même, aux phobies que j'ai entendu le plus souvent parler autour de moi. Et les phobies qui sont revenues le plus, c'était la claustrophobie, donc la peur des espaces confinés et étroits, l'agoraphobie, la peur des grands rassemblements publics, l'hémétophobie aussi, la peur de vomir. Je pourrais continuer encore, mais ça serait bien long, je pense, parce qu'en effet, les phobies, c'est bien plus présent dans notre quotidien qu'on ne le croit, et malheureusement pour certains, ces phobies peuvent parfois les empêcher de vivre leur vie. Je dis pas là que certaines phobies sont pires que d'autres, au contraire. Chaque phobie se valent et le mal-être profond d'une personne n'a pas à être pris à la légère. Cependant, aujourd'hui, je m'attarde un peu plus sur la phobie sociale, car j'en suis personnellement concernée depuis 10 ans maintenant. C'est un mal que je connais par cœur, malheureusement. Il m'a poussée à rester enfermée chez moi pendant 2 années entières, à être déscolarisée, et à ne pas pouvoir profiter de la liberté de vivre, tout simplement. Donc, très sympathique. Très sympathique tout ça. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu encore ce qu'est la phobie, avant de rentrer dans les détails de la phobie sociale. Si vous connaissez des gens de votre entourage ayant une phobie, que ce soit des insectes, du vide, de rougir en public ou autre, vous connaissez ce qu'est une phobie. Même si vous n'êtes pas directement concerné, si vous prenez le temps d'observer une personne phobique, vous constaterez une chose récurrente, l'évitement et la fuite. Voilà. L'évitement et la fuite des situations qui peuvent être angoissantes pour la personne. Pourquoi l'évitement et la fuite ? Parce que c'est un réflexe naturel de défense face à un danger potentiel. Mais vous allez me dire, quel danger il y a avec une araignée ? C'est complètement inoffensif, on a l'ascendant sur elle. Oui, mais peut-être que si je vous demande à vous pourquoi vous avez peur de vous rendre à l'hôpital pour faire des analyses, ou encore pourquoi vous avez peur de descendre les escaliers de votre cave en pleine nuit, vous comprendrez peut-être. La phobie se rapproche de très très près aux peurs communes que nous pouvons ressentir au quotidien. Cependant, là où nous pouvons nous contrôler légèrement avec la peur et se contenir, devant une phobie, on maîtrise plus rien. On maîtrise plus rien du tout, c'est-à-dire ça peut aller parfois jusqu'à la crise d'angoisse très 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 sévère, donc et le besoin très rapide de s'éloigner au plus vite de la situation qui est angoissante. La phobie sociale, c'est donc plus précisément une peur exacerbée de toute interaction sociale. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est que ce soit en face d'une personne, au téléphone aussi, une personne atteinte de phobie sociale aura énormément de mal à prendre la parole en classe, que ce soit pour répondre à une question,
ou faire un exposé, elle aura du mal à sortir marcher dans la rue sans avoir peur de croiser des gens qui vont interagir avec elle et par conséquent aura du mal à aller par exemple à la boulangerie demander du pain ou passer en caisse tout simplement dans un magasin. Si je prends l'exemple de l'arachnophobie que j'avais pris un peu plus au début de la vidéo, vous avez peu de chances de croiser des araignées en course ou en train d'aller s'acheter une baguette de pain. Chaque peur se valent certes, mais certaines peuvent s'éviter plus facilement que d'autres. La phobie sociale donc fait partie probablement des phobies les plus handicapantes et contraignantes puisque c'est simple, dès que vous franchissez le pas de votre porte, la phobie commence. Voilà, c'est pas simple à expliquer comme ça quand on s'y connaît pas. Pour moi ça coule de source étant donné que je m'y connais on va dire puisque j'ai cette maladie depuis 10 ans, mais je peux comprendre parfaitement que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou qui ne connaît pas forcément, qui a la chance de ne pas avoir de peur phobique envers quoi que ce soit, qui a juste des peurs normales, c'est-à-dire bon d'accord, j'ai peur des araignées, mais si jamais je dois la mettre dehors, je la mets dehors, je fais la grimace, mais j'arriverai à le faire. Ou alors j'ai peur du noir, mais ça me dérange pas de dormir dans le noir parce que, s'il n'y a pas le choix, je le fais. Voilà. Mais il y a des gens qui ont malheureusement des peurs phobiques qui sont complètement incontrôlables. Donc si jamais vous voulez essayer de comprendre un peu la sensation, prenez une de vos peurs, n'importe laquelle. Ça peut être la peur, comme j'ai dit, la peur du noir, peu importe, qui est pour vous une peur légère parce que vous arrivez à la contrôler. Mais imaginez que vous n'arrivez pas du tout à la contrôler. Par exemple, vous avez peur de descendre dans votre cave quand il fait noir, vous descendez plus dans votre cave. Mais il y a des trucs cool dans la cave. Il y a des jeux, il y a peut-être des outils qui peuvent être utiles, il y a peut-être la chaudière aussi, enfin, des choses que au bout d'un moment vous aurez besoin d'accéder. Donc c'est déjà un début de contrainte. Mais par contre, la phobie sociale, dès que vous franchissez le pas de la porte, que vous avez envie de sortir dehors, c'est foutu. C'est foutu parce que comme c'est la phobie sociale et que le monde est social, ça pose problème, puisque vous pouvez rencontrer n'importe qui sur votre chemin. Alors oui, bien évidemment, ils vont pas tous vous parler, parce que ça serait un petit peu bizarre, sauf si vous êtes une célébrité, normalement les gens vous parlent pas trop, mais c'est très difficile à combattre au quotidien parce que malheureusement c'est partout, c'est présent partout, c'est présent quand vous avez envie d'aller faire les courses, c'est présent quand vous êtes dans un établissement scolaire, c'est présent quand vous devez aller vous rendre au travail ou même ne serait-ce que l'idée de passer un entretien d'embauche. Tout ça, c'est impossible. Tout ça, ça vous provoque une peur vraiment énorme. Si je peux citer quelques exemples, comme j'ai dit plus haut, je suis restée donc 2 ans enfermée chez moi et j'ai été déscolarisée. Alors, j'ai été déscolarisée, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça concerne ma vie privée, donc je ne vais quand même pas tout déballer sur la place publique, voyons, je vais pas faire ça, mais je vais quand même un petit peu en parler parce que, mine de rien, pour citer des exemples, c'est quand même bien pratique d'avoir quelqu'un qui en a souffert pendant si longtemps, parce que je peux en parler beaucoup par rapport à certaines choses, et peut-être que ça peut aider certains qui peuvent se reconnaître là-dedans. Donc, je suis restée enfermée 2 ans chez moi. Pourquoi je suis restée 2 ans enfermée chez moi ? Parce que ma phobie sociale est devenue complètement incontrôlable, c'est-à-dire que je commençais à ne plus aller à l'école. Parce que c'était devenu trop difficile pour moi de prendre le bus, de sortir de chez moi, c'était devenu un calvaire. C'était devenu vraiment impossible. Même si je mettais la main sur la porte en me disant aujourd'hui j'y vais, la plupart du temps je restais à la maison parce que je n'y arrivais pas. C'était pas faute de vouloir essayer. Quand j'ai été suivie, bien évidemment, j'ai été suivie très rapidement pour la phobie sociale parce que c'est une phobie qui est très très handicapante et on peut rien faire. On peut rien faire de sa vie, que ce soit les loisirs, que ce soit pour le travail. On ne peut tout simplement rien faire. On ne connecte plus avec rien du tout, que ce soit avec des activités sympas qu'on aime ou quoi. On connecte plus
parce que la peur, elle est tellement grande qu'on se dit « Ah ouais, mais j'adore aller à la piscine, mais je peux pas y aller parce que je vais forcément croiser pas mal de monde et ça va me mettre mal à l'aise. Et j'ai pas envie qu'on me voie, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai trop peur de stresser là-bas et après d'être bloquée et tout ça. » On pense à plein de situations qui pourraient arriver qui, bien évidemment, la plupart du temps, n'arrivent pas. D'où le mot peur irraisonnée, c'est que c'est une peur qui est exacerbée mais qui n'a pas forcément de sens, puisque si on va à la piscine, il n'y a rien de trop dangereux qui peut nous arriver, encore moins si on a des interactions avec les gens, c'est pas grave, c'est même naturel, ça arrive souvent. Mais quand on a une phobie sociale, c'est pas facile de penser comme ça. Par exemple, quand on veut aller au restaurant en famille, ce qui peut arriver souvent, non, c'est mort. C'est mort quand on a une phobie sociale, puisque avant même de franchir le pas de la porte, quand on va nous poser la question « Oh, ça te dit, on va au resto ce soir ?» La personne atteinte de phobie sociale va penser « Bah oui, mais qui dit restaurant, qui dit que je vais voir des gens, qui dit voir des gens, qui dit que je vais devoir parler au serveur ou à la serveuse pour demander ce que je veux, que j'ai pas envie d'entrer en interaction, etc., etc. » C'est à s'arracher les cheveux. Hein. Vraiment, c'est à s'arracher les cheveux. Là, je prends que quelques exemples parce que c'est ce qui me vient en premier. Mais c'est vraiment à s'arracher les cheveux. C'est sans arrêt penser, en fait. C'est sans arrêt penser à ce qui pourrait arriver. Même si ça ne va pas forcément arriver, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Parce que c'est une peur qui est omniprésente tout le temps. Même quand on est à la maison. Par exemple, pour un phobique social, sa place de confort, on va dire, ça va être chez lui, puisqu'il est seul à la maison, il n'a pas forcément d'interaction avec qui que ce soit, il est au calme. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il est en pleine gestion de son angoisse, c'est-à-dire qu'il peut croiser personne. Normalement, à part ses proches, mais ses proches, il les connaît depuis longtemps, donc ça va. Mais par contre, on ne peut pas rester chez nous. C'est pas possible. Même mentalement, c'est très très difficile de rester sans arrêt à la maison. Je sais pas si vous êtes resté... après, je peux prendre l'exemple de la période de la pandémie, mais quand on est tous restés chez soi pendant longtemps, qu'on n'avait pas le droit de sortir, vous voyez ce que ça fait ? Surtout, je parle pour ceux qui adorent sortir, qui aiment beaucoup faire des loisirs, etc. Imaginez en fait que vous restez chez vous pendant 2 ans. Imaginez que vous restez chez vous pendant 2 ans et que même si vous avez envie à crever de faire des choses que vous aimez faire, la peur, elle parle tellement fort que vous ne les faites pas. La peur, elle parle tellement fort que vous avez arrêté votre sport préféré. La peur, elle parle tellement fort que vos amis, ils font la fête sans vous parce que vous avez peur de voir d'autres personnes et vous ne pouvez pas y aller. Et vos amis, ils avancent aussi plus vite que vous, puisque vous avez arrêté l'école à cause de cette phobie-là, parce que vous n'arrivez plus à sortir de chez vous. C'est très, très handicapant. Très, très handicapant. Même pour se faire soigner, parce que je sais pas si... je vais parler de mon exemple à moi, puisque je connais aussi des amis qui en souffrent aussi, mais je vais pas parler à leur place. Si jamais ils ont envie un jour de venir parler ici de ça, ils seront les bienvenus, bien évidemment, mais je vais parler de moi parce que je suis d'accord de parler de certaines choses quand même, histoire de vous montrer un petit peu. Quand j'ai dû me faire suivre pour cette phobie sociale, c'était pas de tout repos, c'était pas du tout facile d'expliquer ce que j'avais, d'expliquer les sensations. Alors j'ai été très vite diagnostiquée phobique sociale, mais le chemin pour la guérison entre grosses guillemets, c'est très difficile, voire même impossible. Pour moi, je pense pas qu'un jour je puisse totalement guérir de ça, puisque c'est quand même une phobie qui fait partie de moi depuis quand même très longtemps maintenant, mais je sais que je pourrais apprendre à la gérer et que ça sera plus un handicap, que ça deviendra une peur entre grosses guillemets normale. Ça passera de la peur phobique à la peur normale. C'est-à-dire oui, je me retrouverai peut-être un peu mal à l'aise des fois, mais c'est pas grave, je passerai au-dessus et j'arriverai quand même à profiter de certaines situations. Quand on veut essayer de se faire suivre, quand on a un trouble psychologique, n'importe lequel, c'est souvent très très difficile d'en parler, parce qu'on est livré soi-même déjà à notre propre peur, c'est-à-dire à expliquer tout ce avec quoi on est mal à l'aise, nos moments de faiblesse les plus profonds. Donc c'est très très difficile de nous-mêmes s'affronter à ça, et en plus de
de laisser quelqu'un entrer dans notre subconscient, entrer dans notre esprit pour justement choper tout ce qui va et tout ce qui va pas et voir en fait comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Mais cette étape-là, elle est primordiale pour moi. Bien évidemment, je pense qu'on peut s'en sortir seul sur certains points. C'est même la volonté, notre propre volonté, qui peut... le plus grand remède à n'importe quelle phobie, c'est la volonté. C'est vraiment sa volonté propre à vouloir s'en sortir, à ne plus vouloir vivre dans l'angoisse, à ne plus vouloir vivre sans arrêt, avec le cerveau qui bouillonne, qui profusionne de questions parmi des milliers de questions sur notre peur. On veut vivre sans ça, en fait. Donc, c'est la volonté, la volonté propre. Mais on peut pas le faire seul. On peut pas le faire seul, malheureusement, parce que, mine de rien, on n'y connaît pas forcément grand-chose. Et même si on se renseigne, il n'y a rien de mieux qu'un professionnel qui peut nous guider sur quel chemin prendre, comment s'y prendre, et surtout, quel est le meilleur moyen pour nous de s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens qui existent, et concernant les phobies, malheureusement, ça prend du temps, oui, ça prend du temps, parce que ça peut pas être rapide, parce que c'est pas une peur normale qui, juste en s'y exposant un petit peu, ça finit par passer. Non. Non, parce que si on s'expose un peu trop à la phobie dont on est touché, c'est la panique. C'est la panique et c'est le blocage complet, parce que la phobie, c'est tellement puissant que même si on a envie de faire des efforts et de se forcer à sortir dans le cas de la phobie sociale, c'est-à-dire je vais me forcer aujourd'hui, je vais aller acheter du pain. Voilà, je vais me forcer aujourd'hui, je vais aller acheter du pain. Oui, mais aujourd'hui on est tel jour et tel horaire et il y aura sûrement beaucoup de monde. C'est pas grave, j'y vais quand même. Et que vous vous rendez compte en fait, avant même de franchir le pas de la porte, que vous arrivez déjà plus à y aller. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête que vous devez déjà tourner dans votre tête à dire oui, mais attendez, mais là je vais sortir de chez moi, je suis en appartement, donc je vais peut-être croiser des gens dans les escaliers, ça se trouve on va me parler, ça se trouve il y a des gens qui font des travaux, il y a peut-être des électriciens qui sont en train de faire des choses sur le compteur et du coup je vais devoir passer devant et leur dire bonjour, ça se trouve il y a la femme de ménage, je vais devoir lui parler, etc. Ça se trouve quand je vais sortir dans la rue, on va peut-être interagir avec moi, ça se trouve quand je vais être à la boulangerie, j'arriverai même pas à demander ce que je veux parce que je serais trop stressée, etc. C'est un enfer. C'est un enfer au quotidien d'avoir un cerveau phobique. Je peux vous le dire parce que le plaisir, il est plus là. Le plaisir, il est plus là. C'est pas ouais, je vais aller m'acheter des croissants, je vais aller m'acheter du pain, ça va être trop bien. C'est non, au secours, je sors pas, je me cache dans un coin et puis je vais repenser à ça toute la journée puisque je suis quand même un peu triste de pas avoir réussi à sortir puisque mine de rien, j'aurais quand même aimé sortir. Mais j'y suis pas parvenue. Donc il y a aussi l'échec face à la phobie, que ça c'est très très difficile de faire face, c'est-à-dire que quand il y a une situation où vous vous dites je vais essayer de le faire, et que vous n'y arrivez pas, faut faire face à ça aussi. Faut faire face à ça parce que c'est difficile de se dire voilà, j'ai encore échoué, j'ai pas réussi à sortir, voilà, j'avais dit à telle personne que je voulais l'accompagner à tel endroit, sauf qu'au final je peux pas, j'y arrive pas, je suis trop stressée. Du coup la personne va être déçue puisque je peux pas l'accompagner. C'est ça aussi, c'est son échec à soi, mais aussi de devoir décevoir les autres, parce que comme la phobie sociale, elle est liée aussi à la sortie de loisirs, elle n'est pas liée seulement aux phobies des entretiens d'embauche, elle n'est pas liée seulement au milieu professionnel, elle est liée à tout. Elle est liée même aux trucs, aux loisirs les plus simples. Par exemple, juste aller faire un tour en vélo avec un ami. Juste ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que dès que la personne phobique sociale sort de chez elle, c'est très compliqué. Alors, on peut sortir. Parce que là, quand je dis ça comme ça, ça donne l'impression qu'on vit en ermite dans une grotte. Non, quand même pas. On peut sortir, mais pas sans peine. On peut sortir, mais on sera jamais totalement à l'aise.
dans une situation, par exemple, juste aller faire les courses, quoi. On ne sera jamais totalement à l'aise, on va tout de suite se dépêcher pour faire n'importe quelle action et ne prendre aucun plaisir, parce que du coup, on veut vite s'en débarrasser. Donc pareil, les courses, des fois, on va aller tellement vite qu'on va oublier des choses, parce qu'on n'a tellement pas envie de rester longtemps dans le magasin et avoir affaire à des personnes que on va foncer, quoi. Voilà. Donc avoir une phobie sociale, c'est avoir de fortes capacités de sprinter, quoi, parce que franchement, je me rappelle, pour vous donner une petite anecdote me concernant, quand je vivais seule, et que justement je devais aller faire les courses, etc., comme pour survivre, comme tout le monde, déjà je restais des fois un quart d'heure totalement habillée, avec mes chaussures aux pieds, mon manteau et mes clés à la main, devant la porte, parce que il me fallait du temps, il fallait que je souffle, avant de pouvoir sortir. Parce que je me disais, oui, mais je vais peut-être croiser des gens, nanani, nana. Enfin, ça tourne en boucle, hein. Le cerveau, il tourne en boucle. Et une fois que j'étais sortie, mais je traçais très très rapidement. J'allais très très vite au magasin. Je prenais le strict nécessaire dont j'avais besoin, etc. Puis parfois, j'oubliais des choses parce que je voulais aller trop vite et vite rentrer chez moi. Et c'était ça à chaque fois. Je prenais pas le temps d'observer les rayons, je prenais pas le temps d'observer ce que j'avais vraiment envie d'acheter. Je m'écoutais pas, en fait. C'est ça, hein, la phobie, franchement, et encore plus la phobie sociale, c'est quelque chose qui va te priver de vivre. C'est quelque chose qui va te priver des choses agréables, en fait. Bien évidemment, c'est pas définitif. Là, quand je dis ça, ça paraît très très triste et très sombre, mais c'est pas définitif, ça se soigne, ça peut s'accompagner de divers professionnels de santé, etc. Si vous avez des proches autour de vous, n'hésitez pas aussi à leur en parler, etc. Mais si vous avez personne et que vous devez faire tout seul, vous êtes votre meilleur ami, quoi. Enfin, il n'y a que vous qui puissiez y arriver, quoi. Donc, faites-vous confiance et je suis sûre que ça finira par aller mieux. Voilà, je vais dire ça parce que on peut pas dire que tout va mieux et que tout va être réglé en faisant telle ou telle chose. Ça prend du temps. Voilà. Votre meilleur ami, c'est vous et le temps. Quoi qu'il arrive, c'est ça. J'ai beaucoup parlé pour cette première question. Je me suis laissée emporter très 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 loin. Donc je vais revenir un petit peu. Je vais revenir un petit peu là où il faut parce que il me reste 3 questions. Et oui, il me reste 3 questions et ça fait déjà 30 minutes presque. Donc je vais me speeder un petit peu parce que les autres questions sont aussi très intéressantes. Et j'ai envie d'y répondre. Donc la question suivante, quelles sont les sensations ressenties lors d'une crise d'angoisse en rapport avec une situation où la phobie n'est plus gérable ? Alors cette question-là, elle est super intéressante. De toute façon, toutes les questions qui m'ont été posées sont très intéressantes. J'aime qu'on me pose des questions. Voilà. J'aime subir des interrogatoires. Mais du coup, pour répondre à la question, au lieu de rigoler, quelles sont les sensations senties lors d'une crise d'angoisse en rapport avec une situation où la phobie sociale n'est plus gérable ? Je peux vous citer une fois où ça m'est arrivé, 1 ou 2 fois, parce que j'évite tellement bien. J'ai une capacité d'évitement qui est incroyable, que du coup j'ai vécu très peu de situations vraiment où j'ai eu une grosse crise d'angoisse et où j'étais vraiment pas bien. Parce que comme ça m'est arrivé, après je ne voulais plus que ça m'arrive, donc je suis restée chez moi. Je suis restée chez moi et je me suis dit je vais pas revivre les sensations là parce que ça m'a traumatisée et que je sais que si je sors encore ça peut m'arriver, donc même l'idée que ça m'arrive, ça m'angoisse. Donc voilà. Donc, il y a eu une fois où ça m'est arrivé, pour vous dire, c'était quand je devais recommencer la fac. On avait eu une année en ligne, avec la pandémie et tout ça, où on était tous en distanciel, etc. Et quand il y a fallu retourner en présentiel dans les amphis blindés, où tu n'as même plus de place parce que il y a trop de monde, et que du coup, même si tu arrives en avance, voire 1 heure en avance, parce que tu anticipes beaucoup les choses, et que tu essayes de faire attention à ne croiser personne, tu termines quand même au milieu d'une rangée de 10 personnes, avec un amphithéâtre complètement blindé, et où c'est le stress total. Ça m'est arrivé, ça, et c'est pas quand j'étais dans l'amphi qui a été le plus angoissant, c'était avant.
C'était avant d'entrer dans l'université, tout simplement. J'ai commencé à avoir très très mal au ventre. Parce qu'il faut savoir aussi que les phobies, en fait, c'est pas juste des crises d'angoisse. Hein. C'est pas juste on a du mal à respirer, voilà, on est un peu rouge, on a envie de pleurer, puis après c'est fini. Non, 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 non. C'est pas si simple. Les phobies, ça peut être des crises d'angoisse, mais ça peut être aussi lié à des symptômes physiques. Ça peut être avoir mal à la tête, ça peut être avoir des crampes d'estomac très, 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 très douloureuses, et ça peut être aussi, pour le plus glamour, avoir l'envie tout de suite d'aller aux toilettes parce que justement on a tellement mal au ventre que le stress il parle tout seul en fait. Et justement, ce jour-là, donc j'avais des crampes à l'estomac très très douloureuses et j'ai quand même réussi à aller dans l'amphithéâtre. Je me suis forcée. J'ai pas écouté ma peur, ma phobie plutôt, parce que là pour le coup c'était le cas. J'ai pas écouté ma phobie, je me suis dit bon allez, j'y vais, je vais m'asseoir, même si j'ai mal au ventre à m'en tordre par terre, j'y vais, c'est pas grave, ça va passer. Et je m'assois et je reste à peu près 1 heure assise donc dans cet amphithéâtre. J'ai pas pu du tout me concentrer sur le cours. Toutes les 5 minutes, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là ? J'arrive pas à être ici, ça me demande beaucoup trop. Et je me suis dit à la pause, dès que la pause vient, je rentre chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu la pause, donc j'ai réussi à attendre 1 heure, 1 heure et demie, il me semble, parce que c'était un cours de 3 heures, je me rappelle plus. L'amphithéâtre était bien évidemment blindé au possible, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une place, donc mon angoisse encore une fois très très élevée, puisque l'angoisse de ne pas trouver une place fait partie de la phobie sociale, puisque ça veut dire que tu vas devoir interagir avec les gens ou que tu vas te faire repérer parce que tu n'as pas trouvé de place. La phobie sociale c'est ça, c'est aussi ne pas aimer être repéré, ne pas aimer être au centre de l'attention. Ça se rapproche quand même assez de la timidité, mais en pire. Mais en pire, parce que la phobie sociale c'est vraiment... on a envie d'éviter toutes les situations où on peut être vu, être mal à l'aise, et du coup c'est quasiment ça peut arriver tous les jours quoi. Donc je suis sortie, pour continuer mon histoire, je suis sortie de cet amphithéâtre et j'ai cavalé. J'ai cavalé comme un lapin chez moi. Alors à l'époque je rentrais à pied, parce que bien évidemment qui dit phobie sociale, qui dit ne pas réussir à prendre le bus, puisqu'il y a des gens dans le bus. Donc j'allais à la fac à pied pour éviter de croiser qui que ce soit, et même quand j'y allais à pied, je croisais des gens dans la rue et ça me mettait mal à l'aise sur le chemin. Je marchais très 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 vite, au point de me faire des tendinites aux genoux tellement je marchais vite. Mais tout ça pour dire que je suis rentrée chez moi. Et une fois que je suis rentrée chez moi, je me suis sentie beaucoup mieux. Je me suis sentie au calme. Et malheureusement, en fait, dans la phobie sociale, quand on est chez nous, ça nous fait du bien. Parce que, je sais pas, c'est comme un endroit où on peut enfin relâcher. Parce que vous allez me dire, oui, mais au pire, tu t'inscris à un sport. Ça aussi, le sport, ça permet de relâcher. Ou tu vas voir tes amis, ça fait du bien de voir tes amis, tu peux relâcher. Oui, bien évidemment, moi j'ai des sports que j'adore, que j'aurais pu faire. Mais malheureusement, comme j'ai eu ma phobie sociale qui est encore bien présente, je n'ose même pas le faire. J'aurais adoré tester la boxe, tester la danse, j'adore la natation. Ça fait des années que j'en fais pas, ou que j'hésite d'en faire, parce que justement, y a encore des petites choses avec lesquelles j'ai du mal. Même si ma phobie sociale aujourd'hui est moins forte, puisque je reste chez moi la plupart du temps, et que j'essaye de faire attention et de me soigner et tout ça, quand même, il reste encore des points où j'ai du mal, quoi. Donc, je vais parler de la deuxième expérience que j'ai eue de crise d'angoisse entre grosses guillemets, parce que j'aime pas trop le terme crise d'angoisse, parce que je sais pas c'est quoi qui me dérange, si c'est le mot crise ou si c'est le mot ou si c'est la crise d'angoisse dans l'ensemble qui me dérange. Mais moi je sais pas si je faisais des crises d'angoisse parce que j'avais pas le temps en fait d'en faire. Enfin, j'avais l'impression que à chaque fois j'ai essayé de trouver une solution pour que ça cesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une sensation comme ça, je fuyais en fait. Dès que j'avais une sensation où je voyais que je commençais à avoir du mal à respirer, ou que je commençais à avoir les larmes qui montent parce que j'étais très stressée, accompagnée des douleurs au ventre, etc.,
je m'en allais en fait. Et du coup, souvent, mon corps, il a eu une capacité assez sympa qui est que je pouvais tenir assez longtemps, on va dire, dans mon angoisse, sans pour autant être à bout. C'est-à-dire, en gros, j'ai développé enfin, je sais pas si c'est des capacités, non, peut-être pas, je suis pas un super-héros, mais on va dire que pour moi, c'est pratique parce que avec le temps, et comme j'ai appris à connaître la maladie et que ça fait maintenant 10 ans que je vis avec, j'arrive mieux. J'arrive mieux à gérer les situations d'angoisse et j'arrive plus, en fait, enfin, je fais plus de crise, vraiment, je fais plus de crise du tout, quoi. Je peux rester dans un endroit où je suis pas forcément à l'aise, je peux me forcer à le faire, je peux même parfois apprécier faire certaines choses que j'aurais pas apprécié faire avant à cause de ma phobie, mais ça reste quand même des fois un peu compliqué, mais maintenant j'y arrive mieux, on va dire. Donc pour la question là, je dirais que les sensations ressenties, maintenant j'en ressens plus trop, puisque je fais plus trop de crises d'angoisse, mais je sais que quand j'en ai fait, des douleurs au ventre très difficiles à gérer, des bouffées de chaleur aussi, l'envie de pleurer aussi, parce que pleurer c'est un moyen de relâcher, et du coup quand on est très stressé, on a envie de pleurer la plupart du temps, mais tu peux pas pleurer parce que y a des gens, et du coup c'est pas cool de pleurer devant des gens parce que ils te connaissent pas, donc même si tu pleures dans ton coin, ils vont juste à la limite te regarder un petit peu de travers, mais pas forcément venir t'aider parce que ils te connaissent pas. Je sais qu'à la fac, si j'avais eu une crise ou quoi, je sais que je me serais retrouvée totalement seule parce que ce jour-là, je me suis retrouvée totalement seule. Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Hein. Faut affronter la vie seule, et c'est probablement le plus difficile quand on est atteint de phobie sociale, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a du mal avec les autres, mais il faut savoir s'en sortir seul par rapport à certaines choses, mais que des fois c'est difficile parce qu'il faut faire avec les autres. Quoi qu'il arrive, il faut faire avec les autres. Et ça, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça prend du temps. Mais je sais que pour ceux peut-être qui sont concernés, vous allez y arriver. Hein. Ça prend du temps. Mais croyez-moi, en tant que phobique sociale de plus de 10 ans, faudrait que je me fasse une fête d'anniversaire des 10 ans, là, parce que quand même 10 ans, c'est pas rien. Je préfère prendre ça à la rigolade maintenant. Maintenant, j'arrive à en rire. Avant, c'était plus compliqué, mais je préfère en rigoler parce que je sais que ça m'aide aussi à dédramatiser la situation et à faire des efforts et à aller de l'avant, quoi. J'ai une autre question. Et oui, j'en ai encore 2. Si ça vous intéresse, si vous êtes toujours là, malgré les 40 presque minutes que je blablate. Oui, c'est long. Mes excuses si vous aimez pas trop les trucs longs, mais si vous aimez les trucs longs comme moi, écoutez des choses pendant des heures et des heures et des heures, continuez d'écouter. Ça sera avec grand plaisir que je fais cette seconde partie de vidéo avec vous. Donc, l'autre question, c'est comment vivre au quotidien avec quelqu'un atteint de phobie sociale. J'adore cette question. J'adore cette question parce que c'est vrai que je vous ai parlé de la phobie sociale, je vous ai parlé de ce que moi je ressentais en tant que phobique sociale, ce que les gens qui sont atteints peuvent ressentir, mais j'ai pas abordé le fait que pour les gens qui vivent avec des personnes atteintes de cette phobie-là, ça peut être très compliqué aussi. Quand on a un parent et qu'il y a un enfant qui souffre de phobie sociale, on peut être perdu. On peut être perdu parce que on peut avoir une incompréhension de se dire mais je comprends pas, mon fils ou ma fille adorait faire tel sport, quand il était petit il avait pas mal d'amis, il aimait bien sortir, etc. Et là maintenant qu'il est au collège ou au lycée ou à la fac, il reste beaucoup à la maison. Il me dit qu'il a peur de sortir, il me dit qu'il a pas envie de faire tel ou tel loisir parce qu'il se sent angoissé, etc. On peut se retrouver désarmé. C'est vrai qu'en tant que parent, c'est difficile en fait de passer du temps avec son enfant en dehors de la maison quand on a un enfant qui a atteint de phobie sociale, parce qu'on ne sait pas comment aborder l'enfant, si je puis dire ça ainsi, l'enfant ou l'adolescent ou peu importe, même l'adulte, on ne sait pas comment l'aborder parce qu'on se dit oui mais du coup si je lui propose de sortir ça va pas aller, ça va générer une angoisse, etc. Donc en fait on va rester à la maison. Oui, c'est sûr que là, pour le coup, quand on vit avec quelqu'un qui a atteint de phobie sociale,
tout est remis un peu, pas en question, mais tout est remis un peu dans un nouvel ordre. C'est-à-dire qu'en gros, les sorties habituelles, c'est-à-dire sur un coup de tête, oh tiens, soit on va au resto, ouais ok on y va, on va se faire plaisir et tout, on va à tel endroit, ça va être trop bien et tout machin, bah ça va être du est-ce que tu te sentirais d'aller au restaurant ce soir ou non? Ça va être ce genre de question. Ou alors est-ce que si jamais tu as envie d'aller à un endroit, est-ce qu'il faut qu'on attende les horaires où il y a le moins de monde? Est-ce que tu te sentirais d'y aller ou pas du tout? Ou est-ce que tu préférais aller dans un endroit où il y a vraiment personne, c'est-à-dire en forêt ou en balade? Parce que la solution pour les personnes qui sont atteintes de phobie sociale, qui est une solution que j'ai beaucoup utilisée, c'est la forêt. Voilà. Donc vous emmenez votre enfant vivre en forêt. Non, peut-être pas vivre en forêt, mais vous l'emmenez se balader en forêt, se défouler, c'est-à-dire marcher en forêt ou même faire, je sais pas moi, du frisbee, du ballon, enfin n'importe quoi. Mais faut qu'il y ait personne. Vous essayez de chercher un endroit, alors bien évidemment pas un parc public, pas un parc en ville, etc. Mais vous pouvez chercher des forêts complètement paumées, mais nulle part, des chemins, tout ça. Et puis vous allez vous balader, vous allez chercher des champignons. Comme c'est un petit peu la période en ce moment, vous allez vous balader et profiter de l'air pur. Ça, en fait, pour quelqu'un qui a atteint de phobie sociale, se balader dans un endroit de la nature où il n'y a personne, ça peut être une solution pour sortir. Ça peut être une solution d'appréhender déjà le fait de j'arrive à sortir, c'est-à-dire je sors de chez moi, je vois ce que je ressens, et de toute manière, ça va puisque je suis dans un endroit où il n'y a pas grand monde, mais j'ai quand même réussi à sortir malgré ça. Donc quand on est un parent ou quelqu'un qui vit avec une personne qui a une phobie sociale, on peut essayer d'adapter, on va dire, les sorties en fonction de ça. Ça va pas être possible au départ de dire à la personne, bon bah viens on va faire un bowling. Ça va être plutôt, bon bah viens on va regarder les arbres quoi. Ça va être bien, on va regarder les arbres un petit coup. Tu me dis si tu te sens bien de sortir ou pas, etc. Et on voit ce que ça donne. Après, c'est sûr que vivre au quotidien avec quelqu'un qui a atteint de phobie sociale, c'est compliqué, surtout si la personne ne se fait pas soigner, parce qu'à long terme, ça peut être une maladie qui, pour certains, comme on est dans une zone de confort quand on est chez nous, on a tendance à vouloir y rester. Moi, je sais que c'est pas mon cas parce que j'ai tellement été enfermée chez moi à cause de ma peur. C'était ma peur qui me disait de rester enfermée, c'était pas moi. Moi, j'ai toujours adoré sortir dehors, faire du vélo, plein de loisirs comme ça, que j'avais arrêté de faire étant donné que ma phobie sociale était devenue ingérable. Donc, quand on est avec une personne qui malheureusement n'est pas suivie et qui malheureusement se plaît, on va dire, dans sa zone de confort parce que c'est là où il ou elle peut être au mieux, et ça peut être très difficile mentalement parce qu'on a un peu l'impression de se sentir désarmé et de ne pas pouvoir aider la personne parce qu'on se dit mince, j'aimerais bien sortir avec mon ami ou j'aimerais bien sortir avec mon fils ou ma fille, mais malheureusement elle reste sans arrêt à la maison, c'est compliqué pour elle, etc. Et elle a vraiment pas du tout envie de sortir. Donc ça, bien évidemment, d'abord c'est à en parler. Quand on vit avec quelqu'un qui a ça au quotidien, c'est d'en parler le plus souvent possible. Je sais que ça peut être difficile des fois, mais vous n'êtes pas forcément obligé de parler à l'oral. Vous pouvez écrire des petits mots, écrire une lettre ou quoi que ce soit pour essayer de parler justement avec la personne et dire écoute, j'aimerais bien des fois qu'on sorte ou qu'on fasse des petites sorties à tel ou tel endroit. Dis-moi ce que toi tu te sentirais capable de faire et si vraiment tu te sens pas bien, est-ce que ça te dirait de demander de l'aide, que ce soit un professionnel de santé ou à quelqu'un d'autre ou que qu'il faut vraiment être dans le soutien. Être dans le soutien des personnes quand on voit qu'on vit avec quelqu'un qui a atteint de ça, faut vraiment être dans le soutien et l'écoute, parce que si on est dans le forcing, c'est-à-dire si on est tu t'es un peu embêtant, tu veux pas sortir, tu restes sans arrêt à la maison, ça suffit les bêtises, on y va quoi. Je veux dire là, cet après-midi on a un repas de famille en restaurant, tu viens avec nous parce que c'est la famille et puis il faut y aller. Oui, mais du coup, la personne qui a atteint de phobie sociale va paniquer, parce qu'elle va se dire « oui, mais non, parce que moi, je me sens pas d'y aller », et plus on va forcer les personnes, pire ce sera, parce que on peut pas forcer un arachnophobe à tenir une araignée dans ses mains. Non, c'est pas possible, parce que déjà, l'araignée risque de faire un vol plané de plusieurs mètres et de ne pas y résister, et surtout que c'est quelque chose qui pourrait provoquer de fortes angoisses à la personne, donc
pour quelqu'un qui a une phobie sociale, on lui dit pas, écoute, va faire un exposé devant toute ta classe. Ça ira mieux. Non. C'est pas en confrontant le problème comme ça qu'on y arrive. La plupart du temps, c'est en parlant, ça avec le temps, et c'est en petit à petit, pas à pas, caillou après caillou, et j'ai plus d'autres expressions, mais miette par miette, qu'on arrive à assembler les pièces du puzzle petit à petit, et à commencer, je dis bien, seulement commencer à réussir à sortir dans des endroits où on n'arrivait pas à sortir avant. Donc, comment vivre avec quelqu'un qui a une phobie sociale ? C'est simple. L'écouter, communiquer avec lui ou elle le plus souvent possible, le comprendre sur certaines choses, ne pas hésiter à se renseigner aussi si nous on a du mal à comprendre les choses, parce que ça peut nous paraître complètement ahurissant de se dire ouais mais moi j'ai pas peur des gens, enfin je veux dire c'est bizarre d'avoir peur des gens, les gens ils sont pas méchants, je veux dire on peut leur parler, c'est cool d'avoir des interactions avec les gens, oui mais faut essayer de se mettre à la place de la personne, c'est le travail le plus difficile. Se mettre à la place de la personne et essayer de se renseigner un petit peu et de parler. Vraiment de parler, c'est le plus important. De pas laisser la personne s'enfoncer dans son mal et rester enfermée parce que c'est le pire qui puisse arriver en fait. Donc voilà. Je pense que j'ai un peu répondu à la question, mais pareil, si j'ai pas précisé certaines choses, n'hésitez pas à me redemander parce que je parle beaucoup là et des fois je perds un peu le fil. Alors, la dernière question, comment vit-on avec une phobie sociale sévère ? Alors cette question, elle est très intéressante et très difficile pour moi de répondre parce que ça va dépendre de chaque personne. Parce que la phobie sociale, c'est une phobie qui peut être plus élevée ou plus faible en fonction de chacun d'entre nous. Il y a des choses qui vont pouvoir être faites par des personnes atteintes de phobie sociale, mais par contre, d'autres ne pourront pas être faites. Par exemple, moi, je peux maintenant aller au restaurant, je peux faire pas mal de sorties, mais pour autant, du côté professionnel, passer des entretiens d'embauche, pour l'instant, ça m'est impossible. J'ai encore beaucoup de mal à faire ça et j'y travaille et c'est encore difficile. Donc comment est-ce qu'on vit avec une phobie sociale sévère au quotidien ? On survit. Au départ, quand la maladie elle se déclenche et qu'elle nous tombe un peu dessus la plupart du temps, parce que pour moi elle m'est un peu tombée dessus comme ça, alors que j'étais vraiment pas quelqu'un qui aimait être chez soi, j'aimais bien être avec mes amis, j'aimais bien être dehors, ça me dérangeait pas d'être dans des lieux publics, et puis petit à petit en fait c'est devenu impossible de faire tout ça. Donc c'est apprendre aussi, quand on vit avec une phobie sociale sévère, c'est apprendre aussi à vivre autrement, à s'adapter et pas se laisser aller. C'est-à-dire qu'en gros, je peux pas faire les choses comme les autres, par rapport à ci, par rapport à ça. Je dois pas m'en blâmer, je dois essayer de faire ce que je peux faire et essayer d'avancer comme je peux, même si des fois c'est pas facile, et vraiment pas hésiter à demander de l'aide quand ça va pas, quoi. Je sais que moi, quand j'ai été suivie par de bons professionnels de santé, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont vraiment beaucoup aidée, et je leur serai éternellement reconnaissante, et je pense qu'ils le savent. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément accès à ça, qui n'ont pas forcément de proches à qui en parler, c'est sûr que ça peut être tout de suite très difficile. Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec ça ? J'ai envie de dire que on peut pas vraiment vivre avec, parce que c'est une phobie qui est très très handicapante, mais on peut apprendre à vivre avec. Voilà, on peut apprendre à vivre avec, on peut essayer de trouver des techniques, s'adapter à des situations qui peuvent être angoissantes en trouvant des techniques, pour, pas forcément pour éviter toujours, parce que on va dire que la facilité en premier c'est d'éviter les choses, mais essayer d'affronter les situations doucement et de se faire accompagner en fait. C'est-à-dire que par exemple si on est quelqu'un qui a une phobie sociale, qui a peur d'aller à la boulangerie, n'y allez pas tout seul. Et allez-y accompagner. Mais après, il ne faut pas que la personne qui vous accompagne pour réussir vos sorties, elle soit là tout le temps. Bien évidemment, au bout d'un moment, elle ne sera pas là et vous aurez besoin d'affronter la vie seule. C'est probablement une des plus grosses claques qu'on se prend dans la vie. Ça, on est tout seul dans la vie et on doit avancer tout seul. Voilà.
On est accompagné de temps en temps, mais la plupart du temps, faut bien qu'on fasse nos efforts tout seul et que notre seule volonté réussit à nous amener là où on a envie d'aller, même si des fois le chemin il semble infranchissable, quoi. Comme c'est la plupart du temps le cas quand on a une phobie, quelle qu'elle soit, le chemin il paraît très très long, quoi. Je sais que quand j'étais au plus haut point de ma phobie sociale, parce que maintenant ça va un peu mieux, parce que j'arrive à sortir de chez moi pour faire des sorties, quand j'y arrivais pas, je me disais mais j'y arriverai jamais, je vais vivre toute ma vie comme ça, je vais passer à côté de tout, je vais passer à côté des soirées avec mes amis, je vais passer à côté de leurs anniversaires, je vais passer à côté de passer du temps avec ma famille, je vais passer à côté des choses comme ça, et on va penser de moi que j'ai pas envie de passer du temps avec eux, alors qu'en fait je meurs d'envie de passer du temps avec eux, mais je suis très 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 dans la capacité de le faire parce que mes angoisses sont trop fortes. Et ça, il faut oser le prendre dans la tronche, de se dire, oui, je vais peut-être décevoir des gens, oui, ils vont peut-être penser des choses de moi qui ne sont pas vraies, mais je vis avec ça. Et j'essaye de faire de mon mieux. Et donc des fois c'est pas évident, mais avec le temps, ça devient un peu plus simple, on va dire. Voilà. Même si ça reste quelque chose qui sera sans arrêt en nous. Je veux dire, n'importe quelle phobie reste, ne serait-ce que même en fond, hein, mais si elle n'est pas au premier plan, tant mieux, parce que si elle est au premier plan, on peut plus trop vivre normalement, mais si elle est en fond, elle peut aussi nous aider. Moi, je pense que les phobies, c'est très négatif sur beaucoup de points, mais c'est aussi positif parce que ça nous aide aussi à nous dépasser et à apprendre à vivre autrement. Et ça, je pense que c'est un cadeau. Voilà, je pense que c'est un cadeau que la phobie peut nous apporter, c'est qu'on apprend pas mal de choses de nous-mêmes, mine de rien, et on apprend à vivre autrement et à l'expliquer à nos proches pour essayer de leur faire comprendre comment est-ce qu'on peut tout simplement vivre avec ça, quoi. Donc voilà pour cette vidéo sur la phobie sociale. C'était compliqué, ça fait 1 heure, mon Dieu, ça fait 1 heure que je parle. Ouh là 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 là, c'est beaucoup, j'espère que vous êtes encore là, j'espère que vous êtes encore vivants. J'espère vraiment que cette vidéo a pu aider les personnes à comprendre ce qu'est une phobie ou de manière plus générale à comprendre ce qu'est la phobie sociale. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, bien évidemment, ou même sur la page Instagram de la chaîne, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère franchement que cette vidéo vous apportera des réponses. J'ai essayé de parler le plus naturellement possible, donc j'ai peut-être pas tout expliqué. En 1 heure, ça serait pas possible. J'ai peut-être pas abordé des choses que vous aurez aimé que j'aborde. Je le ferai peut-être plus tard. Peut-être que cette vidéo, un jour, aura une suite. Peut-être. Qui sait. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne écoute, malgré la longueur. Je m'excuse. Enfin non, je m'excuse pas. C'est cool qu'une vidéo dure longtemps. Enfin, moi, sur YouTube, j'écoute que des vidéos longues. Donc, moi, j'aime bien. Donc voilà. Donc, ça plaira à ceux qui aiment bien que les vidéos soient longues. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Concernant le 3e épisode du podcast, ça va être un sujet très très sérieux, comme tout, comme tous les sujets jusqu'à présent. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais ça va être un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et c'est un sujet qui est très sensible, qui est compliqué à aborder. Je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour l'aborder, mais pourquoi pas. Donc le prochain sujet, ça sera grandir avec un parent qui devient handicapé, qui n'est pas né handicapé, mais qui le devient au cours de sa vie. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je sais que ça peut faire peur, là, ce que je viens de dire comme sujet, et que du coup, très peu de personnes vont me poser des questions, mais c'est pas grave, si vous posez pas de questions, j'en trouverai, n'ayez pas peur là-dessus, mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, et j'ai énormément envie d'en parler. Donc voilà, sur ce, je vous fais des poutous.
Passez une très bonne fin de soirée et à la prochaine.